Concours d'accès à l'ENSA pour l'année 2022 pour la filière physique-chimie. Donc l'exercice 1, on étudie la trajectoire du centre d'inertie d'un ballon de basketball de diamètre 25 cm, lancé par un joueur à partir du point A. On ne tiendra compte ni de la résistance de l'air, ni de la rotation éventuelle du ballon. Le lancer est effectué vers le haut. On lâche le ballon lorsque son centre d'inertie est en A. Sa vitesse initiale est représentée par un vecteur V0 situé dans le plan, que faisant un angle alpha égal à 45 degrés. On donne G, on donne V0, on donne HC, on donne la distance, on donne cette distance-là, qui est la moitié de celle-là. Donc la question 21, en supposant que l'angle de lancement du ballon en A est conservé. Déterminer la hauteur HA pour que le centre d'inertie du ballon passe exactement au centre C de cerceau, c'est-à-dire de l'ouverture ici. Donc à choisir parmi les 4 propositions ici. Donc, en l'absence de résistance de l'air qui influence sur le mouvement du ballon, alors le ballon est soumis seulement à son poids P, c'est-à-dire qu'il est en chute libre parabolique. Donc il va faire un parabole et va arriver au cerceau ici, puis il va tomber par terre. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique, on aura donc P est égal à MHG. Donc P est égal à mg, donc c'est ça, donc hg est égal à g, avec le vecteur, hg ça c'est l'accélération du centre d'inertie du ballon. Donc on va la projeter sur les deux axes, l'axe OX et l'axe OY. Donc sur l'axe des X, il n'y a pas d'accélération, c'est-à-dire égal à 0. Donc la première intégration va donner une constante, la deuxième intégration va donner un C, un T plus C2. Y seconde de T est égal à moins G, car G, elle est de direction de OY. Donc une première intégration va nous donner ce terme-là, une deuxième intégration va nous donner ce terme-là. Donc pour trouver le C1, C2, C3 et C4, il faut se référer à ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc, pour les conditions initiales, on a donc à t égale à 0, on a x à l'instant t égale à 0 égale à 0. Et on a la vitesse est égale à v0 cosinus alpha. Donc ça, c'est la projection sur cet axe. Donc d'où on tire que le C2 est égal à 0 et que le C1 est égal à v0 cosinus alpha. Concernant le y, à l'instant t égale à 0, il se trouve à une distance HA. Donc, on aura donc C4 est égal à HA, et lorsqu'on va dériver, on va trouver que Y' à l'instant t égale à 0 est égal à V0 sinus alpha, c'est-à-dire C3 est égal à V0 sinus alpha, donc on va remplacer X de T, on va remplacer C1 par son
on va remplacer C1 par V0 cosinus alpha et C2 par 0. On va trouver cette équation-là. Donc, on va chasser le T. Donc, le T est égal à X sur V0 cosinus alpha. On va la remplacer ici pour trouver l'équation de la trajectoire. Donc, on trouve cette équation-là. Donc, quand le ballon arrive au point C, quand il va arriver au point C ici, le point C, donc il va parcourir la distance D et que le Y est égal à HC. Donc C, il a pour coordonnées D et HC. Donc on va remplacer Y par HC, on va remplacer le X par D. Donc l'équation de la trajectoire. Donc on aura cette équation-là, donc on peut tirer le HA, car D il est connu. Donc on a HC, on a tout, donc tout simplement on va essayer de calculer ces termes-là. On va trouver que HA est égal à 2 mètres. La question 22, en conservant toujours le même angle alpha de lancement et la même vitesse initiale, déterminer la vitesse du centre d'inertie du ballon de basket lorsqu'elle passe exactement au centre C du cerceau, du panier. C'est-à-dire la vitesse avec laquelle elle va arriver au point C qui est le centre de cerceau, c'est-à-dire le cercle ici. Donc, par application du théorème de l'énergie cinétique, entre A et C, on aura donc delta EC entre A et C est égal à la somme des travaux des forces extérieures entre A et C. Et puisque la résistance de l'air elle est négligeable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement, donc il reste simplement le travail de P, qui est égal à MGH. C'est-à-dire, donc, on va simplifier par le M, on va trouver que VC au carré est égal à VA au carré plus 2GH. Donc, la vitesse VA, donc, la norme, c'est V0 cosinus alpha au carré plus V0 sinus alpha au carré. Donc, on va trouver cette expression-là. Donc, VA au carré, c'est 72. H, la différence H, c'est HC, cette hauteur, moins HA. Donc, c'est ça le H. Donc, c'est-à-dire, ça c'est 3 et ça c'est 2. Donc, c'est 1 mètre. D'où VC est égal à racine de 72 moins 2 fois 10 fois 1, qui est égal donc à 72 moins 20, c'est-à-dire racine de 52, qui est égal à 7,2 mètres par seconde. C'est-à-dire VC est égal à peu près à 7 mètres par seconde.
La question 23, on conserve toujours le même angle de lancement et la même vitesse initiale V0. Maintenant, un défenseur qui se trouve ici, placé entre l'attaquant et le panneau, donc entre le monsieur qui va envoyer le ballon et la cible. Donc, d'après l'énoncé, on a le diamètre du ballon est égal à 25 cm, c'est-à-dire égal à 0,25 mètres. Pour moi, ce que j'ai compris à partir de l'énoncé, c'est que, puisqu'ils ont donné déjà le HB, c'est-à-dire que le monsieur, il était avant de lancement du ballon en A, ses mains, elles étaient au point B. C'est-à-dire que ses mains, elles étaient en position initiale, elles étaient en B. Donc maintenant, lorsque le ballon va passer de A à C, l'attaquant ici, elle va sauter vers le haut. C'est-à-dire, elle va essayer de toucher le ballon. Donc ça, on a un point M, tel que ça, c'est un hauteur HM. Donc, on a HM, il est supérieur ou égal à HB. Donc, on a l'équation de la trajectoire décrite dans la question 21. Donc, lorsqu'il va arriver en M, le point M, les coordonnées, c'est D' et HM. Donc, on va remplacer Y par Y de M, c'est-à-dire HM, et le X par D'. Donc, c'est-à-dire que on a cette équation-là, donc on va tout simplement faire le calcul. On va trouver que elle est à peu près égale à 3,75. C'est-à-dire que la hauteur minimale pour qu'il puisse toucher le ballon, c'est 3,75 mètres. L'exercice 2 soit un ressort de raideur K et de longueur à vide L0. L'un de ses extrémités est accroché sur un clou fixe, sur une planche inclinée d'angle alpha par rapport à l'horizontale. L'autre extrémité est reliée à un corps S de masse petit m imposant une longueur LE à l'équilibre. Donc l'expression permettant d'avoir l'angle d'inclinaison alpha est donnée par, donc à quoi est égal l'angle alpha ici. Donc, on a les forces applicables au corps S qui, reliées au ressort, sont le poids, la réaction du plan incliné et la tension du ressort. Donc, puisqu'on parle de l'équilibre, donc à l'équilibre, on a P plus R plus T égale à 0. Donc, on va la projeter sur l'axe de mouvement, c'est-à-dire cet axe OX. On aura donc ça, c'est
mg sinus alpha puisqu'elle est dans la même direction du x, moins t égale à 0. Or, t est égal à k delta L. Et delta L est égal à LE moins L0. Donc, on va la remplacer ici. On va trouver que sinus de alpha est égal à k sur mg LE moins L0. Ça, c'est la longueur à l'équilibre. Ça, c'est la longueur à vide, quand il n'est pas attaché au solide S. Un solide de centre masse G est assimilé à un point matériel et un mouvement par rapport à un repère fixe supposé galiléen. La direction, ici on parle de la direction de sa vitesse est constante. Alors, est-ce que le repère d'espace d'origine G est galiléen? Est-ce que son accélération centripète est nulle? Est-ce que son accélération tangentielle est nulle? Est-ce que la valeur de son accélération est constante? Donc on parle de la direction, ce n'est pas de la valeur. On parle de la direction de sa vitesse, qui est constante. C'est la direction qui est constante. Donc la direction de la vitesse du solide qui est constante et non la valeur de sa vitesse qui est constante. Or, la vitesse, c'est toujours Vg est égal à V, T. T, c'est le vecteur tangentiel. L'accélération, ça c'est égal à une accélération tangentielle et une qui est centripète. Suit la normale n. Donc pour que la direction de V reste constante, il faut que V au carré sur R égale à 0. Pour que la direction, c'est-à-dire il va être dirigé, il faut que ce terme-là est égal à 0. C'est-à-dire si ce terme-là est égal à 0, alors le V de G, c'est V avec le vecteur T. Donc la réponse c'est B. Donc B, son accélération centripète est nulle. La question 26, cochez la bonne réponse. La fréquence d'une onde lumineuse monochromatique ne dépend pas du milieu de propagation. Seules les interférences mettent en évidence la nature ondulatoire de la lumière. Les ondes lumineuses et les ondes sonores se propagent dans le vide. La longueur d'une onde de laser est indépendante du milieu de propagation. Donc ça, c'est la première, c'est tout. Vous avez déjà pris en cours que c'est que la lumière monochromatique, sa fréquence ne dépend pas du milieu de propagation. Donc ça, c'est tout simplement le cours, ça c'est A. L'exercice 3. Un laser émet une lumière monochromatique de longueur d'onde visible dans une direction orthogonale. Au plan d'un diaphragme percé d'une fente rectangulaire très fine de centre O, disposée horizontalement et d'ouverture A. Sur un écran placé à 1,6 m de diaphragme, on observe une tache lumineuse intense au centre
et des tâches d'intensité moins forte, régulièrement disposées de part et d'autre de celle-ci. Donc, cochez la bonne réponse. La tâche centrale possède une largeur double que les autres et la figure de diffraction s'étale verticalement. La tâche centrale possède la même largeur que les autres et la figure de diffraction s'étale verticalement. La tâche centrale possède une largeur double que les autres et la figure de diffraction s'étale horizontalement. La tâche centrale possède la même largeur que les autres et la figure de diffraction s'étale horizontalement. Donc, tout d'abord, donc ça c'est la première constatation. Donc, la tâche elle est verticale, c'est-à-dire tout ce qui est horizontal c'est faux. Celle-là et celle-là c'est faux. Donc, le C et le D à éliminer. Il reste le A et le B. Donc normalement, on voit ici que ça c'est donc puisque le rayon, puisque l'angle ici θ d'ouverture, donc ça c'est θ, ça c'est 2 θ. Donc c'est le double ici. Donc la tâche centrale possède une largeur double que les autres et la figure de diffraction s'étale verticalement. Donc c'est ça la réponse juste. Puisqu'ici, donc on a ici θ, certes, c'est un autre θ, c'est 2 θ. Donc il y a, donc ça c'est la plus grande cercle. Donc la réponse c'est A. Donc les deux extrémités de la tâche centrale sont représentées par l'angle d'ouverture 2θ. Donc ça, c'est 2θ. Donc ça, ce sont les extrémités. Ça, c'est 2θ. Donc l'ouverture ici, c'est 2θ. Deux sommets hauts. θ est de l'ordre de 10 moins 3 radians. En modifiant la largeur de la fente ici. Donc, on a tracé θ en fonction de 1 sur A. Donc, en utilisant le graphique donné la valeur la plus proche de la longueur d'onde du laser utilisé. Donc, en s'inspirant de cette courbe ici. Donc, on a θ est égal à F1 sur A. θ, en fonction de 1 sur A, c'est une droite passant par l'origine. Donc, ça, c'est une droite linéaire. Donc θ, ça s'écrit sous la forme alpha 1 sur A, plus 0, car ici, il passe par l'origine. Donc, le alpha, qui est le coefficient directeur de cette droite, c'est delta θ sur delta 1 sur A. Donc on va prendre deux points, par exemple ces deux points-là, ça et ça. Donc on va prendre cette partie-là, divisée par cette partie-là. Donc ça c'est 1 moins 0,5, 10 moins 2 radians, et ça c'est 2 moins 1, 10, 4. Donc on trouve que alpha égale à 0,5, 10 à la puissance moins 6. Donc ça, c'est alpha. Donc, d'après l'hypothèse de la diffraction, on a sinus θ à peu près égal à θ est égal à lambda sur A. Donc on cherche, donc ce qu'on cherche c'est lambda. Donc lambda est égal à A. Donc lambda est égal à θA. C'est-à-dire θ sur 1 sur A. Qui est égal à alpha. C'est-à-dire est égal à
0,5 10 moins 6, c'est 5 10 moins 7. C'est-à-dire c'est 500 10 moins 9. Et 10 moins 9, c'est un nanomètre. Donc, l'ombre est égale à 500 nanomètres. L'exercice 4, un laser hélium néon de puissance P égale à 2 milliwatts émet un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde lambda 0 égale à 630 nanomètres. On donne la constante de Planck, la célérité de la lumière. Donc le nombre de photons transportés par ce faisceau en une seconde est plus proche de. Donc en une seconde. Un nanomètre, c'est 10 moins 9 mètres. Donc en physique quantique, on a l'énergie quantifiée, elle est égale à NH nu. Et on a la puissance, c'est toujours la puissance, c'est le travail sur la variation du temps. Et le temps ici est égal à 1 seconde. C'est-à-dire que la puissance, c'est le E. Donc on va remplacer ici le E par NH nu. Nu étant la fréquence. Et H, c'est la constante du Planck. Donc on sait que nu, c'est C sur lambda 0. Ou bien C sur lambda, ici on va parler de lambda 0. Car ils ont donné lambda 0 ici. Donc on va remplacer ici, donc on va remplacer le E par P, on va remplacer le nu par C sur lambda 0, et on tire le N. Donc N est égal à précalcul, on va trouver qu'il est égal à 6, 10 à la puissance 6, 10 à la puissance 9, c'est-à-dire 6 millions de milliards. 6 millions de milliards. Donc 6 millions de milliards. La question 30 de l'exercice 5. Un panneau de cellules photovoltaïques, c'est-à-dire l'énergie solaire, a une surface de 4 mètres carrés, c'est-à-dire 2 mètres sur 2 mètres. Son taux de conversion de l'énergie solaire en énergie électrique est de 12%, c'est-à-dire il convertit l'énergie provenant du soleil en énergie électrique. Elle est installée dans une région où le rayonnement solaire apporte en moyenne 1 kJ pour chaque mètre carré et dans une seconde. Donc l'énergie électrique fournie journellement par le panneau pour une durée moyenne d'éclairement de 12 heures est proche de. On a la surface, c'est 4 mètres carrés. Et l'énergie électrique est égale à 12% de l'énergie solaire, qui est multipliée par S, qui est multipliée par delta T.
Parce que ça, c'est l'énergie par mètre carré, c'est-à-dire la surface par seconde. On a ici 12% qui a été converti de l'énergie solaire en énergie électrique. C'est-à-dire on a cette équation-là. Et on a delta T, on veut dans une durée égale à 12 heures, c'est-à-dire 12 fois 3600 secondes. Donc maintenant on a tout simplement, on va la remplacer ici. On va trouver qu'elle est égale à 20,710 à la puissance 6 joules, c'est-à-dire 20,7 millions de joules. L'exercice 6. Un professeur propose à ses étudiants d'étudier le circuit RC en série de la figure suivante, composé d'un condensateur initialement déchargé et branché avec un conducteur ohmique de résistance R et un générateur idéal de tension continue de valeur en tension E. Donc le prof demande à l'un de ses élèves d'écrire au tableau les équations différentielles vérifiées par les grandeurs électriques du circuit, c'est-à-dire Q, I, UR et UC, quand l'interrupteur est émis en position 1. L'élève a écrit les 4 équations qui suivent. Seule l'une d'entre elles, donc l'élève a décrit les 4 équations qui suivent. Donc l'une d'entre elles ne comporte pas d'erreur, laquelle? Donc quelle est l'équation juste parmi les 4 équations proposées? C'est-à-dire que le circuit il est ouvert, on veut charger le condensateur, donc on met K en position 1 et le courant va passer dans le condensateur et la résistance ohmique. Donc lorsqu'on ferme l'interrupteur, donc le courant il va passer dans cette maille. Donc d'après la loi des mailles, on a le E, elle est égale à la tension au borne de condensateur avec plus la tension au borne de la résistance. Et on a, d'après la loi d'Ohm, donc UR est égal à RIT, II est égal à dQ sur dt et Q est égal à CUC. Donc d'où le E est égal à R. Donc on va remplacer le I par dQ sur dt. Et ça c'est Q sur C. Tout simplement, donc on va réarranger cette équation-là. On va trouver que elle a cette expression-là. Donc c'est-à-dire que ça qui est juste, c'est le A. Donc on peut facilement montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au borne du condensateur possède dissolution de la forme UC est égal à E facteur de 1 moins l'exponentielle de T sur tau. Donc tau c'est la constante du temps est égal à RC. On montre alors que ln de E moins UC est égal à ln de E moins T sur tau. Donc la variation ici, elle donne cette courbe-là, c'est-à-dire la variation de ln de E moins UC par rapport au temps, elle donne cette droite-là. Donc en utilisant cette figure, montrer que la valeur de E est de 1600. Donc le couple ici,
quel est le couple qui est juste parmi les 4 couples proposés. Donc ici, ça, c'est la solution de l'équation en UC. Nous, on a trouvé l'équation en Q de T. Ce n'est pas UC de T. Donc, on a l'équation ici, c'est celle-là. Et on a Q de T est égal à CUC de T. Donc, tout simplement, on va remplacer le Q de T par CUC de T. Donc, lorsqu'on va dériver, ça, c'est C DUC sur DT. On va trouver cette équation-là. On simplifie par C, on va trouver cette expression-là. Donc, ça, la solution, c'est cette expression-là. Donc, on a UC est égal à cette expression-là. C'est-à-dire que UC de T est égal à E moins E, l'exponentielle de moins T sur T. C'est-à-dire que le E moins UC est égal à E au moins T sur T. Donc, on va prendre ln de cette partie est égal à ln de cette partie. Donc, ça nous donne cette expression-là. Et d'après la courbe, on a ça est égal à f de t. C'est-à-dire qu'il y a une droite qui a la forme AT plus B. Donc il faut chercher le A et le B. Donc à l'instant t égale à 0, on a le point ici, c'est 1,5. C'est-à-dire que cette expression-là est égale à 1,5. Autrement dit, donc B est égal à 1,5 volts. Pour t égale à 1 milliseconde, on a ln de E moins UC est égal à 0,5. Donc 0,5 est égal à A fois 10 moins 3, puisque ça c'est 1 milliseconde, donc il faut la convertir en secondes, plus 1,5. On va trouver que le A est égal à moins 10 à la puissance 3 volts. Donc d'où ln de E moins UC est égal à moins 10 à la puissance 3 plus 1,5. Donc ici il y a un T. Donc on va trouver que ln de E moins UC est égal à moins 10 à la puissance 3 T plus 1,5. C'est-à-dire que, donc on a cette expression-là. Et on a l'expression ici. Donc on va égaliser les deux termes. On a cette expression-là, déduite à partir de la solution de l'équation. Et on a cette solution-là qui fait partie de la courbe. Donc, on a deux expressions. On a celle-là et celle-ci. Donc, par comparaison des termes, on en déduit que ln de E est égal à 1,5 et que T sur T est égal à 10 à la puissance 3. Donc, ln de E égale à 1,5, c'est-à-dire que E est égal à E à la puissance 1,5. Et on a 1 sur T est égal à, ici j'ai oublié le T, et on a 1 sur T est égal à 10 à la puissance 3. C'est-à-dire que T est égal à 10 à la puissance moins 3, qui est égal à RC, donc C est égal à 10 moins 3 sur 10 au carré, c'est-à-dire le R. Donc on va trouver qu'il est égal à 10 moins 5, c'est-à-dire c'est 10 moins 6 farad, donc c'est 10 microfarad. Donc on va trouver que le E égale à exponentielle de 1,5 volts et que C est égal à 10 microfarad.
L'exercice 7. Un émetteur E situé en un point O sur un banc d'expérience graduée émet des ondes ultrasonores dans l'air qui sont captées par un récepteur situé sur le même banc, ici, au point M2. On observe les deux signaux émis et captés sur les deux voies d'un oscilloscope. Les signaux observés se présentent sous forme de deux signaux sinusoïdaux d'amplitude voisine et présentant un décalage temporel. On réalise alors les deux manipulations suivantes. Donc, manipulation 1. En approchant le récepteur de l'émetteur à partir de M1. Les deux sinusoïdaux sont en phase pour la deuxième fois. Quand on atteint le point M2, tel que M1, M2 égale à 1,36. La manipulation numéro 2, en éloignant. Ici on approche, ici on éloigne le récepteur de l'émetteur à partir de M1. Les deux sinusoïdes sont en phase, sont encore en phase. Mais pour la quatrième fois, quand on atteint les points M3, tels que M1, M3 est égal à 2,04 cm. Donc la longueur d'onde de l'onde sonore utilisée est plus proche de. Donc, puisque que ce soit par l'approchage ou bien l'éloignement des deux sinusoïdes, elles restent en phase. Donc, on a D égale à K lambda. Donc, c'est D égale à K lambda, c'est-à-dire que pour l'approche, on a M1, M2 égale à 2 lambda 1. Pour l'éloignement, on a ici 4 fois. La quatrième fois. Et la distance est égale à 2,04. Donc on tire ici lambda 1, ici lambda 2. Donc on va prendre la moyenne des deux. Donc la moyenne de 2, elle est au voisinage de 0,6 cm. L'exercice 8. Un service de médecine nucléaire reçoit un échantillon d'un composé radioactif pur 12 jours après l'expédition. L'activité de l'échantillon au moment de la réception est égale à 16, 10 à la puissance 9 becquerel. L'activité de l'échantillon 8 jours après la réception ne veut que 10 à la puissance 9 becquerel. Donc la période du composé radioactif vaut. Donc le mot période signifie le T1,5 ou bien la demi-vie. La période du composé radioactif c'est T1,5. C'est-à-dire à quoi est égal T1,5. Donc on a à T égale à 0, on ne sait rien. Mais
Parce que chaque 12 jours, donc on reçoit un échantillon d'un composé radioactif pur 12 jours après l'expédition. Donc pour t égale à 12 jours plus 0 jours, c'est-à-dire 12 jours, on a A2 est égal à 16, 10 à la puissance 9. Donc 8 jours après, c'est-à-dire les 12 jours, plus les 8 jours, c'est-à-dire 10 jours. Donc l'activité, c'est 1, 10 à la puissance 9 becquerel. Donc on a l'expression, donc on a A, l'activité pour le 10e jour est égale à l'activité pour le 12e jour, l'exponentielle de moins lambda sur t. Et on sait que lambda est égal à ln de 2 sur t1 demi. Donc ça c'est connu, ou bien vous pouvez le démontrer, c'est facile. Donc on va remplacer ici, donc on aura cette expression-là. Donc ce qu'on veut, c'est pendant 8 jours. Donc la période est composée. Donc pendant 8 jours, on va remplacer tout simplement le t par 8. Et on cherche le t1 demi. Donc, ceci va nous donner cette expression-là. Donc, on va diviser, c'est tout. Donc, on va voir ça, c'était 1 demi. Donc, tout simplement, on va rien. Donc, ln et ainsi de suite. On va trouver que elle est égale à 2 jours. Donc, la période t1 demi est égale à 2 jours. Donc, ça, c'est du calcul, c'est tout. Donc, on cherche le t1 demi pour la période t10 moins t2, c'est-à-dire 10 moins 2, c'est reste 8 jours. Donc la période, c'est ça la période. C'est pour ça qu'elle met la période. Donc la période entre 2 et 10, c'est 8. Donc pour 8 jours, donc on va trouver le T1 demi. Donc ça s'appelle la période radioactive. Donc on va nous donner 2 jours. Donc la question 35, l'activité de l'échantillon au moment de l'expédition. Donc l'activité de l'échantillon au moment de l'expédition, c'est-à-dire lorsqu'il va être reçu. Donc on a A2 égale à A0. E moins lambda t. Ce qu'on cherche, c'est A0. Donc on a tout ça, donc lorsque donc t est égal à 2 jours, puisqu'on reçoit 2 jours. Donc ici c'est ça, donc c'est 2 jours. Après 2 jours, on a la réception. Donc on va remplacer t par 2. On va trouver le A0. Donc pour 2 jours, on a A2, c'est 16, 10, puissance 9. On a A0. Donc ça, c'est le 2. Donc, et ça, on a trouvé qu'il est égal à 2. Donc on simplifie, on va trouver le A0. Donc le A0, elle est à peu près égal à 32, 10 à la puissance 9 becquerel, c'est-à-dire 32 gigabecquerel.
L'exercice 9. Quel est le nom de la molécule suivante? Donc, pour ce qu'on appelle la nomenclature, c'est-à-dire la nomination des éléments hydrocarbures, il faut d'abord choisir la chaîne la plus longue. Puis, il faut essayer de numéroter de telle façon à attribuer au carbone qui porte la fonction, ici la fonction alcool. Donc il faut numéroter de telle façon à attribuer comment dire, le nombre le plus petit au carbone qui porte la fonction. C'est-à-dire, il ne faut pas numéroter à partir de la droite, parce que on va tomber ici au numéro 3, alors que ici, on va arriver au numéro 2. Donc, on choisit la chaîne la plus longue, on numérote la chaîne de telle façon à attribuer le carbone le plus portant la fonction alcool OH, le numéro le plus bas. Donc on va cette nomination. Donc on va trouver cette nomination ici. Donc ça, c'est simplement ça, c'est le méthyle, il est en 2. Et la fonction alcool, elle est en 2 aussi. Donc, qui porte le nom all. Et on a ici 4 carbones, c'est-à-dire ces buts. Donc voici la nomination de ce corps-là. L'exercice 10. Afin d'effectuer une électrodéposition de cuivre sur une bague métallique, on réalise une pile constituée par cette bague qui remplace l'une des deux électrodes qui est reliée à la cathode et plongée dans une solution contenant les ions Cu2+. L'anode et l'autre électrode en cuivre. La bague et l'électrode de cuivre sont reliés à un générateur qui débite un courant constant est égal à 400 mA, sachant que l'électrolyse fonctionne pendant 1 heure. Donc, quelle est la quantité de matière d'électrons, c'est-à-dire Ne, qui a circulé pendant cette durée, c'est-à-dire 1 heure? Elle est plus proche de quelle valeur ici? Donc, pour trouver ça, il faut d'abord essayer d'écrire le demi-équation redox, puis vous écrivez ce qu'on appelle l'équation globale qui régit cette électrolyse. Donc, on a cette équation-là. Donc, on a I qui multiplie T est égal à le nombre d'électrons mis en jeu par le nombre de Faraday. Donc ça, c'est un nombre constant. On a IT est égal à 400 mA, c'est-à-dire 0,4 ampères, et on a le T est égal à 1 heure, c'est-à-dire 3600. Donc, on va trouver le Ne. Donc le Ne, c'est IT sur F. Donc, après calcul, on va trouver qu'il est à peu près égal à 1,5 10 moins 2 mol. Quelle est la masse de cuivre déposée sur la bague pendant la même durée? 1 heure. Elle est plus proche de quelle valeur ici? Donc la masse de cuivre déposée sur la bague. Donc pour trouver la masse de cuivre déposée sur la bague,
pendant 1 heure, alors on devra écrire la demi-équation redox du cuivre pour dégager le nombre des électrons mis en jeu, et on l'aura. On a cette demi-équation concernant l'électrode de cuivre. Donc on en déduit que Ne est égal à 2, le N de CuS. Donc le Ne, c'est IT sur F. Donc on va trouver, donc, puisqu'on connaît le I, le T et le F, on va trouver que le Ne est égal à 0,015 mol. Et on a, donc le Ne, d'autre part, elle est égale à 2 NCUS. Donc NCUS, c'est la masse sur la masse molaire. C'est-à-dire que ceci, donc cette expression-là, elle est égale à 0,015 mol. Donc on déduit la masse ici. Donc c'est le produit ici, puis on divise par 2. Donc on va trouver qu'elle est égale à peu près à 470 mg. L'exercice 11. On mélange dans un bichère 2 solutions d'acide chlorhydrique, S1 et S2, de pH différents. Le S1 a pour pH 3 et le volume 100 ml, et le S2 a pour pH 4 et le volume c'est 400 ml. Donc, on va mélanger les deux. Dans ce mélange, la concentration finale de H3O+, vaut quelle expression ici? Donc, on a S1 et S2 sont des acides chlorhydriques, HCl. Donc, c'est un acide qui est fort, qui se dissocie complètement, donc selon l'équation ici. Donc, on a 100 ml de S1 et 400 ml de S2. On a le pH de S1, on a le pH de S2. Donc, et d'ici, on peut tirer le H3O+ de S1 et le H3O+ de S2. Donc lorsqu'on va mélanger S1 et S2, donc le nombre de moles de H3O+ de mélange, c'est le nombre de moles de H3O+ dans S1 plus le nombre de moles de H3O+ dans S2. Mais dans un volume V1 plus V2. Donc c'est ça, donc le H3O+ du mélange, c'est tout simplement ce nombre de moles divisé par le volume qui est la somme des deux volumes. Donc maintenant, il faut qu'on cherche le nombre de moles de S1 et le nombre de moles de S2. Donc on a le nombre de moles de S1, c'est tout simplement la concentration fois le volume V1. Et ça, c'est la concentration fois le volume V2. Or, la concentration, c'est 10 moins pH, qui est 10 moins 3 pour S1 et 10 moins 4 pour S2. Donc, tout simplement, on va remplacer ici, on va diviser par V1 plus V2. Donc, on va trouver cette expression-là. Et après calcul, on va trouver qu'elle est à peu près égale à 2,8, c'est 10 moins 4 mol par litre.
Donc, la dernière question, c'est l'exercice 12. On donne le bilan d'électrolyse d'une solution très concentrée de chlorure de sodium. Donc, voici la réaction. Une cellule industrielle fonctionne sous une tension U égale à 3,8 volts avec une intensité I égale à 4,5 10 à la puissance 4 ampères. Donc on donne les couples mis en jeu. Elles ont donné le volume molaire et le nombre de Faraday. Donc déterminer les volumes de dichlore, c'est-à-dire le volume de Cl2 et le volume de dihydrogène, c'est-à-dire le volume de H2, produits en un jour qui sont identiques et qui ont une même valeur, plus proche. Donc de quelle valeur les volumes de Cl2 ainsi que le volume de H2 est égal à l'une des 4 propositions données ici. Donc on a deux demi-équations redox mises en jeu. Donc on a cette équation-là qui dégage de l'hydrogène et cette équation-là qui dégage de chlore. Donc l'équation bilan, tout simplement on ajoute ça avec ça pour se débarrasser des électrons et il faut ajouter ce qu'on appelle le Na+. Ça c'est un ion indifférent, c'est-à-dire il ne réagit pas. Donc ça c'est, le chlore c'est un gaz. Donc on a le Ne, nombre des électrons échangés, c'est I de T sur F. Donc on va, puisqu'on a le I, on a le T, on a le F, donc on va trouver cette expression-là. Donc le Ne- c'est 2, parce qu'on a 2 électrons. Donc c'est 2. Ici, le nombre de moles. Le nombre de moles pour un gaz, c'est le volume sur le volume molaire. Donc dans le cas des gaz, le nombre de moles, c'est le volume sur le volume molaire. Donc puisque le Cl2 et le VH2 ont le même volume, c'est-à-dire que le NO- c'est 2, et ici encore c'est 2, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a VSCl2 est égal à V de H2. Donc V de Cl2 est égal à V de H2 est égal à NO- qui multiplie Vm divisé par 2. Donc le NO- on l'a trouvé, le Vm est égal à 30, et on l'a divisé par 2, ça nous donne 53,7 10 à la puissance 4 litres. Ça c'est litres. Alors que ici, dans les propositions, ils ont donné les mètres cubes. Donc il faut convertir les litres en mètres cubes. Donc on sait qu'un litre est égal à 1 décimètre cube. Et 1 décimètre cube, c'est 10 moins 3 mètres cubes. Donc, c'est-à-dire que 53,7 10 à la puissance 4 litres, c'est 53,7 10 à la puissance 4, qui me suit 10 moins 3 mètres cubes. Donc, après, donc, on va trouver que elle est égale à, puisque 10 moins 3 avec 10 à la puissance 4, elle reste 10, qui me suit 53,7, ça nous donne 537 mètres cubes. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.